Chapitre 1. Distinguer les corps purs des mélanges. Exercice. Rappel, unité de volume. Donc les unités de volume sont le mètre cube, ça c'est l'unité légale. Ces sous-unités sont le décimètre cube, le centimètre cube, les millimètres cubes. Lorsqu'on fait un tableau de conversion, il faut bien réserver 3 colonnes pour chaque unité. Puisque 1 mètre cube, c'est égal à 1000 décimètres cubes. C'est-à-dire 10 puissance 3 décimètres cubes. 1000 s'écrit avec 3 zéros après le 1. Donc on peut l'écrire sous forme de puissance de 10. 10 puissance 3, 3 indiquant le nombre de zéros après le 1. Si 1 mètre cube fait 10 puissance 3 décimètres cubes, 1 décimètre cube fait 10 puissance moins 3 mètres cubes, c'est-à-dire 0,001 mètre cube. Alors nous avons d'autres unités de capacité. Le litre. Le litre, c'est 1 décimètre cube. Les sous-unités du litre sont le décilitre, le centilitre et le millilitre. Et nous nous apercevons qu'un millilitre est égal à 1 centimètre cube. Exercice 1. Dans la liste suivante, identifiez les corps purs et les mélanges. Mayonnaise, eau de javel, sel, acier, pépites d'or, charbon, air, vinaigre blanc. Alors, j'ai repassé en vert les corps purs et en rouge les mélanges. Donc les corps purs sont le sel puisqu'il n'est composé que, en tout cas le sel de cuisine n'est composé que de chlorure de sodium. Le charbon puisqu'il n'est composé que d'atomes de carbone. La pépite d'or, elle n'est composée que d'atomes d'or. Les mélanges sont la mayonnaise. Dans la mayonnaise, nous avons des œufs, de l'huile, etc. L'eau de javel est un mélange puisque ça contient de l'eau, des ions hypochlorites, etc. L'acier est un mélange de fer et de carbone. L'air est un mélange de différents gaz. Le vinaigre blanc est un mélange d'eau, d'acide acétique, entre autres. Exercice numéro 2. Interpréter les informations d'une étiquette. Utilisé très couramment lors de la synthèse de la vanilline, constituant principal de la vanille naturelle, le génol peut être extrait des clous de girofle. C'est ce qu'on utilise notamment chez le dentiste. L'étiquette d'un flacon contenant de l'eugénol est reproduite ci-contre. Donc nous avons différentes informations. Que signifie le terme température d'ébullition? Alors ici, la température d'ébullition vaut 253 degrés Celsius. Elle correspond à la température à laquelle l'eugénol passe de l'état liquide à l'état gazeux. Quel est l'état physique de l'eugénol à 20 degrés Celsius? Alors, nous allons utiliser les indications que sont la température de fusion, température à laquelle l'eugénol va passer de l'état solide à l'état liquide, et la température d'ébullition, température à laquelle l'eugénol passe de l'état liquide à l'état gazeux. Traçons un axe des températures, indiquons la température de fusion et la température d'ébullition du corps pur. Si la température ambiante est inférieure à la température de fusion, le corps pur est solide. Si la température ambiante est comprise entre la température de fusion et la température d'ébullition, le corps pur est liquide. Si la température est supérieure à la température d'ébullition du corps pur, alors le corps pur est gazeux. En ce qui concerne l'eugénol, la température de fusion vaut moins 9,1 degrés Celsius et la température d'ébullition 253 degrés Celsius. À 20 degrés Celsius se situe entre moins 9,1 et 253 degrés Celsius. À 20 degrés Celsius, l'eugénol est à l'état liquide. À 20 degrés Celsius, l'eugénol est liquide car la température est comprise entre la température de fusion de l'eugénol et la température d'ébullition de l'eugénol. Quel est l'état physique de l'eugénol à moins 12 degrés Celsius? Moins 12 degrés Celsius est inférieur à la température de fusion de l'eugénol.
Donc, à moins 12 degrés Celsius, le génol est à l'état solide. Sachant que 30 ml de cyclohexane a une masse de 23,6 g, calculez la masse volumique du cyclohexane. La masse volumique du cyclohexane est égale à la masse de cyclohexane divisée par le volume occupé par le cyclohexane. 23,6 divisé par 30, nous obtenons une masse volumique égale à 0,78 g par millilitre, puisque la masse, nous l'avons exprimée en grammes, le volume en millilitres. On souhaite avoir 15 g d'éthanol. Quel volume d'éthanol doit-on prélever? On nous donne comme information, la masse volumique de l'éthanol vaut 0,78 g par centimètre cube. Alors là encore, nous allons utiliser la définition de la masse volumique. La masse volumique de l'éthanol est égale à la masse d'éthanol sur le volume d'éthanol. Donc, en faisant un produit en croix, nous obtenons que le volume d'éthanol est égal à la masse d'éthanol sur la masse volumique de l'éthanol. La masse volumique étant en grammes par centimètre cube, il nous faut exprimer la masse de l'éthanol en grammes et nous obtenons un volume d'éthanol en centimètres cubes. 15 divisé par 0,78, nous obtenons 19 cm3, mais rappelons, 1 cm3 correspond à 1 ml. Donc le volume d'éthanol correspondant à 15 g est 19 ml. On remplit une canette de 33 centilitres avec du mercure. Quelle est la masse de la canette? L'information qu'on nous donne, c'est la masse volumique du mercure, qui vaut 13,5 kg par litre. Là encore, la masse volumique du mercure est égale à la masse du mercure sur le volume de mercure. Nous allons faire un produit en croix. La masse de mercure est donc égale à la masse volumique du mercure multipliée par le volume de mercure. Avant cela, comme la masse volumique est en kg par litre, nous allons convertir le volume de mercure en litres. 33 centilitres. Le préfixe centi signifie qu'on divise par 100. Divisé par 100 revient à multiplier par 10 puissance moins 2. Donc centi signifie qu'on va multiplier par 10 puissance moins 2. 33 centilitres, c'est 33 fois 10 puissance moins 2 litres. La masse de mercure est égale à la masse volumique de mercure multipliée par le volume de mercure. Sachant que la masse volumique est en kg par litre, le volume en litres, nous allons obtenir une masse en kg. 13,5 fois 33 fois 10 puissance moins 2. La masse de mercure contenue dans la canette de 33 centilitres est de 4,4 kg. Exercice numéro 4. Dans 100 g de sel marin, on trouve 77 g de chlorure de sodium, 10 g de chlorure de magnésium et 6 g de sulfate de magnésium. Quelle est la composition massique de ce mélange? Alors, le pourcentage massique de chlorure de sodium dans le sel marin correspond au rapport de la masse de chlorure de sodium par la masse de sel marin. Donc 77 sur 100. 77 sur 100 s'écrit 0,77 ou 77%. Nous faisons de même pour les autres constituants du sel marin. Le pourcentage massique de chlorure de magnésium est de 10%, 10 divisé par 100. Et le pourcentage massique de sulfate de magnésium dans le sel marin est de 6%, 6 divisé par 100. Exercice numéro 5. Un bijou en or 18 carats ne contient que 75% d'or en pourcentage massique. La masse d'une boucle d'oreille en or, 18 carats, est de 1,86 g. Le matériau constituant cette boucle est-il un corps pur? Le bijou 18 carats ne contient que 75% d'or, c'est-à-dire qu'il contient d'autres métaux, donc le matériau qui constitue la boucle n'est pas un corps pur. Calculer la masse d'or contenue dans cette boucle. Alors nous allons utiliser la définition de pourcentage massique. Le pourcentage d'or dans le bijou, c'est la masse d'or divisée par la masse du bijou. Réalisons un produit en croix. La masse d'or
est donc égal au pourcentage massique en or dans le bijou multiplié par la masse de la boucle. Sachant que l'on a affaire à de l'or 18 carats, le pourcentage massique en or est de 75%, la masse de la boucle est de 1,86, nous obtenons que la boucle contient 1,40 g d'or. Un collier contient 25,2 g d'or et 8,4 g d'autres métaux. Est-ce un bijou en or 18 carats? Nous voyons que le collier n'est pas pur, puisque c'est un mélange d'or et d'autres métaux. Pour savoir si c'est un bijou en or 18 carats, il suffit de calculer le pourcentage massique d'or dans le bijou. Si l'on trouve 75%, alors ce sera un bijou en or 18 carats. Si on trouve une autre valeur, ce ne sera pas un bijou en or 18 carats. Donc calculons le pourcentage massique en or dans le bijou. Masse de l'or divisé par la masse du bijou. Attention, la masse du bijou, c'est la masse totale de métal. Donc il faudra penser à additionner la masse d'or et la masse des autres métaux. Donc le pourcentage massique en or est égal à 25,2 divisé par la somme de 25,2 et de 8,4. Nous obtenons 0,750 qui peut s'écrire sous forme fractionnaire 75,0 divisé par 100, donc 75%. Ce collier est bien un bijou en or 18 carats car son pourcentage massique en or est de 75%. Exercice numéro 6, banque aux fleurs. La banque aux fleurs est une longue plaque métallique présentant un gradient de température entre ses deux extrémités. Cela veut dire que la température elle augmente d'une extrémité à l'autre. On dépose de l'azobenzène sur un banc aux fleurs. Quelle transformation peut-on observer? Nous voyons ici sur la plaque l'azobenzène solide et juste après le curseur ou l'index, nous voyons l'azobenzène sous forme liquide. Donc la transformation observée est la fusion de l'azobenzène. Quelles caractéristiques physiques peut-on mesurer grâce à un banc aux fleurs? Sur le banc aux fleurs, nous avons une règle graduée, un chariot sur lequel on peut déplacer un index ou un curseur. Cette règle graduée est graduée en température, donc la caractéristique physique que l'on peut mesurer grâce au banc aux fleurs ici est la température de fusion d'une espèce chimique, à savoir ici de l'azobenzène. À quelle température se fait ce changement d'état? Il suffit de regarder où est positionné l'index qui est sur le chariot. La température de fusion de l'azobenzène est de 60, 62, 64, 66, 68 degrés Celsius. Exercice numéro 7, identification d'un métal. Pour identifier un métal, on tare une balance avec une éprouvette graduée contenant 40 ml d'eau. Puis on ajoute l'échantillon de métal dans l'éprouvette graduée. Le niveau de l'eau est alors à 60 ml. La balance indique 54 grammes. Déterminer la nature du métal. Alors pour déterminer la nature du métal, nous disposons ici de différentes masses volumiques. La masse volumique du magnésium est de 1750 kg par mètre cube, celle de l'aluminium de 1700, celle du fer 7860, celle du cuivre 8920. Nous allons déterminer la masse volumique du métal que l'on cherche à identifier. La masse du métal est indiquée dans le texte, elle est de 54 grammes. Effectivement, on a taré la balance avec une éprouvette contenant de l'eau. Donc, une fois que l'éprouvette contenant l'eau est posée sur la balance et que l'on a taré la balance indique 0. Lorsqu'on rajoute le métal dedans, la balance indique 54 grammes. Donc, la masse du métal est de 54 grammes. Le volume du métal est déterminé par le déplacement du niveau de l'eau. Avant l'ajout du métal, le niveau de l'eau était à 40 ml. Lorsqu'on a ajouté le métal, le niveau de l'eau est monté à 60 ml. Cette différence de volume correspond en fait au volume du métal. 60 moins 40. Le volume du métal est donc de 20 ml ou 20 cm3. Le volume du métal est de 20 ml.
milli signifie qu'on multiplie par 10 puissance moins 3. Donc 1 millilitre, c'est 10 puissance moins 3 litres. 1 litre, c'est 10 puissance moins 3 mètres cubes. Donc je remplace litre par 10 puissance moins 3 mètres cubes. 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 3, c'est égal à 10 puissance moins 3 plus moins 3. On additionne les exposants, ce qui nous fait 10 puissance moins 6. Le volume de métal est égal à 20 fois 10 puissance moins 6 mètres cubes. Sachant que la masse de métal est de 54 grammes, c'est-à-dire 54 fois 10 puissance moins 3 kg. Je rappelle qu'un gramme, c'est 1000 fois plus petit qu'un kilogramme. Nous pouvons déterminer la masse volumique du métal en divisant la masse du métal par le volume du métal. La masse du métal étant en kilogrammes, le volume de métal en mètres cubes, nous obtenons une masse volumique égale à 2,7 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube, c'est-à-dire 2700 kg par mètre cube. Cela correspond à la masse volumique de l'aluminium. Le métal a la même masse volumique que l'aluminium, c'est donc de l'aluminium. Alors pourquoi aurait-on pu éliminer le cuivre avant toute expérience? Le cuivre a une couleur orange-rouge. L'aluminium, le magnésium et le fer ont une couleur grise. On aurait pu, par la vue, éliminer le cuivre, à condition bien sûr que le métal n'ait pas été peint. Exercice 8, chromatographie sur couche mince, CCM. On se propose de vérifier la présence d'estragol dans l'essence d'estragon, obtenue par hydrodistillation, ainsi que dans des essences d'estragon, de basilic et d'anis vert du commerce. On souhaite vérifier simultanément la présence d'anétol dans l'essence d'anis. On réalise les 6 solutions suivantes dans le cyclohexane. Estragol pur E, anétol pur A, solution H, essence d'estragon du commerce C, essence de basilic du commerce B, essence d'anis vert du commerce V. Sur une plaque de silice sensible au rayonnement ultraviolet, on effectue des dépôts de chacune de ces 6 solutions. L'éluant est un mélange de cyclohexane à 97,5% et d'acétate d'éthyle à 2,5% en volume. La plaque est révélée aux UV, le chromatogramme obtenu est reproduit ci-après. Faire un schéma de montage de la chromatographie. Je vous laisse vous reporter au cours. Il faut bien sûr mettre une cuve à chromatographie dans laquelle on met un éluant. À l'intérieur de cette cuve, on introduit la plaque à CCM. Attention, la ligne des dépôts doit être au-dessus de la surface de l'éluant. Et on ne doit pas oublier de mettre un couvercle sur la cuve. Rappelez le principe de la chromatographie. Alors, plutôt que le principe, là, je vais rappeler les deux rôles. C'est que la chromatographie permet de séparer les constituants d'un mélange et d'identifier les espèces chimiques par comparaison. L'éluant migre par capillarité le long de la plaque. Il va au contact des dépôts transporter les dépôts et les séparer en leurs différents constituants. Ces constituants vont migrer à des vitesses différentes selon qu'ils soient solubles, plus ou moins solubles dans l'éluant ou qu'ils aient plus ou moins d'affinité avec le support de silice. Et rappelons que deux espèces chimiques qui migrent à la même hauteur sont identiques. On dit à ce moment-là qu'elles ont le même rapport frontal. Le chromatogramme permet-il toutes les vérifications attendues? Alors, la tâche E, que j'ai représentée en rouge, est à la même hauteur qu'une tâche de H, de C et de B. Alors là, on peut dire qu'il y a de l'estragol dans la solution H obtenue par hydrodistillation, ainsi que dans les huiles d'estragon et de basilic. Mais aucune tâche de V n'est à la même hauteur que E. Donc il n'y a pas d'estragol dans l'essence d'anis. En revanche, une des tâches de V est à la même hauteur que A, l'anétol. Donc il y a bien de l'anétol dans l'essence d'anis vert
du commerce. Exercice numéro 9, la respiration. En dormant, un adulte bien portant inspire et expire 4,7 litres de gaz par minute. La composition volumique de l'air est 20,9% de dioxygène, 78,6% de diazote, 0,46% d'eau, 0,04% de dioxyde de carbone. La composition de l'air expiré est de 9,6 litres pour le dioxygène, 47,2 litres de diazote, 0,5 litres d'eau, 2,7 litres de dioxyde de carbone. Calculer le volume de dioxygène et de dioxyde de carbone inspiré par minute. Nous allons utiliser le pourcentage massique de dioxygène dans l'air inspiré ainsi que le pourcentage massique de dioxyde de carbone dans l'air aspiré, sachant que en 1 minute, un adulte bien portant inspire 4,7 litres de gaz. Alors, par exemple, sur le pourcentage volumique de dioxygène, c'est le volume de dioxygène sur le volume d'air inspiré. On en déduit que le volume de dioxygène est égal au pourcentage volumique de dioxygène multiplié par le volume d'air inspiré. 20,9 divisé par 100 multiplié par 4,7, on obtient 0,98 litres. On fait de même avec le dioxyde de carbone, on obtient 1,9 millilitres. 1,9 fois 10 puissance moins 3 litres correspond à 1,9 millilitres. Quand il fait du sport, le même adulte inspire et expire 60 litres de gaz par minute. Donnez la composition volumique du gaz expiré. On a la composition de l'air expiré, 9,6 litres de dioxygène, 47,2 litres de diazote, 0,5 litres d'eau et 2,7 litres de dioxyde de carbone. Afin d'avoir le pourcentage de dioxygène dans l'air expiré, nous devons diviser le volume de dioxygène par le volume d'air expiré, à savoir 9,6 divisé par 60. Le pourcentage volumique de dioxygène dans l'air expiré est égal au volume de dioxygène divisé par le volume d'air expiré. 9,6 divisé par 60, on obtient 0,16. 0,16 s'écrit 16 divisé par 100, donc 16%. On fait de même avec le diazote, on obtient 78%. L'eau, 0,83%. Le dioxyde de carbone, 4,5%. Alors ici, j'ai représenté en bleu les pourcentages volumiques de gaz dans l'air expiré et en vert le pourcentage volumique de gaz dans l'air inspiré. En comparant la composition volumique du gaz inspiré et expiré lors de la course, rappelez le rôle de la respiration. L'air expiré est plus riche en dioxyde de carbone et en eau que l'air inspiré. Par contre, il est moins riche en dioxygène que l'air inspiré. Le rôle de la respiration, c'est de faire réagir le dioxygène avec le glucose afin de produire de l'énergie et de rejeter de l'eau et du dioxyde de carbone. Le dioxygène est consommé et il se forme de l'eau et du dioxyde de carbone. Exercice 10, des solutions d'eau oxygénée. La solution aqueuse d'eau oxygénée à 10 volumes a un pourcentage massique en peroxyde d'hydrogène égal à 3%. On trouve également des solutions à 10%, 30%, etc. L'eau oxygénée est un accord pur. D'après l'énoncé, l'eau oxygénée est un mélange d'eau et de peroxyde d'hydrogène. Ce n'est donc pas un corps pur, c'est un mélange. On a tracé l'évolution de la masse volumique en kg par litre des solutions de peroxyde d'hydrogène en fonction du pourcentage massique en peroxyde d'hydrogène. Déterminer la masse volumique d'une solution à 50%. Il suffit de reporter sur la courbe 50%, le pourcentage massique sur la courbe, 50, et on lit en ordonnée la masse volumique de la solution, 1,2 kg par litre. Calculer la masse de peroxyde d'hydrogène contenue dans 1 litre de solution à 50%. Puisque la masse volumique d'une solution à 50% est de 1,2 kg par litre, la masse d'1 litre de peroxyde d'hydrogène est de 1,2 kg. La masse de peroxyde d'hydrogène correspond à 50% de la masse de la solution. 50% de 1,2, nous obtenons 0,60 kg. Un élève pèse 50 ml d'une solution d'eau oxygénée. La masse de la solution vaut 55 g.
Quel est le pourcentage massique de la solution de peroxyde d'hydrogène? Pour pouvoir connaître le pourcentage massique de la solution de peroxyde d'hydrogène, il nous faut connaître la masse volumique. Commençons par calculer la masse volumique de la solution d'eau oxygénée. En divisant la masse de la solution par le volume de solution. J'exprime la masse en kilogrammes. 55 grammes, c'est 55 fois 10 puissance moins 3 kg. Le volume en litres, 50 millilitres, c'est 50 fois 10 puissance moins 3 litres. Nous obtenons une masse volumique de solution égale à 1,1 kg par litre. Pour déterminer le pourcentage massique de la solution de peroxyde d'hydrogène, reportons la masse volumique de la solution sur le graphique, 1,1 kg par litre. On reporte sur la courbe. On y a en abscisse un pourcentage massique égal à 26%. Exercice numéro 11. Identifier un liquide. On place un tube à essai contenant un liquide X dans un cristallisoire, contenant un mélange réfrigérant, eau, glace et sel. Et on mesure la température du liquide à intervalles de temps réguliers. La courbe donnant l'évolution de la température du liquide X en fonction du temps est donnée ci-contre. Pourquoi peut-on affirmer que ce corps est pur? Nous voyons ici sur la courbe qu'il y a un palier. Dans la courbe de refroidissement de ce corps, nous avons un palier qui correspond en fait au palier de changement d'état, au palier de solidification. Le changement d'état d'un corps pur se fait à température constante. La solidification se fait à température constante. Alors, déterminer la température de fusion du corps. La température de fusion du corps correspond à la température de solidification. Elle correspond à la température du palier. Lisons l'ordonnée correspondant au palier. On trouve 6,5 degrés Celsius. La température de solidification ou la température de fusion du corps est donc de 6,5 degrés Celsius. En utilisant les données, en déduire le nom de ce corps pur. Nous avons différents corps purs dont on nous donne la température de fusion. Le seul qui correspond à 6,5 degrés Celsius est le cyclohexane. Donc le corps pur dont la température de fusion vaut 6,5 degrés Celsius est le cyclohexane.